Bonjour Philippe Martinez. Bonjour. On va se reconcentrer parce qu'on a beaucoup de sujets à évoquer ensemble. D'abord, pour commencer, aujourd'hui, une journée d'action à l'appel de la CGT dans le secteur de la santé, des hôpitaux. Mais sans FO, sans la CFDT, sans l'UNSAC, ont choisi de faire leur propre journée de leur côté. La situation sociale est grave, mais pas suffisamment pour faire un front uni. Écoutez, moi ce que je vois, c'est qu'il y a des mobilisations, c'est ce qui compte, parce que, vous l'avez précisé, dans la santé, mais j'insiste, dans le médico-social et dans l'action sociale, parce qu'on oublie souvent ces salariés-là, qui ont été même oubliés du Ségur, d'ailleurs, de la santé. Il y a besoin de se manifester, parce que rien n'est réglé sur leurs problèmes d'emploi, de salaire, de reconnaissance de qualification, de conditions de travail. Alors, vous manifestez justement, enfin, vous protestez justement aujourd'hui sur les questions de salaire, sur les questions de conditions, sur les questions d'effectifs aussi. Tout ça, ça vise à peser sur le budget de la Sécu qui va être examiné bientôt. Si on doit résumer ça en un chiffre, il faudrait combien en plus pour la santé pour qu'aujourd'hui vous soyez satisfait? En termes d'emploi, sur l'ensemble du périmètre de la santé et de l'action sociale, je crois qu'on a chiffré à plus de 200 000 emplois, et on voit la situation. Et puis après, il faut des budgets importants qu'on est en train de chiffrer pour permettre à des lits de rester ouverts, à des services de rester ouverts, à éviter les fermetures des urgences, de maternité. Ça demande plusieurs milliards d'euros. Donc vous souhaiteriez plusieurs milliards d'euros dans le budget de la Sécu cet automne? Bien sûr, c'est ça qu'il faut. Il faut financer la sécurité sociale pour la santé, puis on va en parler pour le reste des branches de la sécurité sociale. Allons-y, parce qu'effectivement, la retraite et le chômage, par exemple. Voilà, il se trouve que ce projet de loi de la Sécu, ce ne sera pas que la santé, parce qu'il pourrait contenir également une réforme des retraites. C'est l'une des réflexions en cours du côté de l'exécutif. Il y a une autre journée d'action qui est prévue jeudi prochain, le 29 septembre, initialement sur les salaires, mais élargie bien évidemment à l'actualité sociale et aux retraites. Encore une fois, bon, sans force ouvrière, mais avec quel objectif? Est-ce que vous, qui êtes opposé sur le fond à cette réforme des retraites, vous seriez plus opposé si elle passait par le projet de loi de Sécu? Parce qu'au fond, ça ne change pas le projet du gouvernement. Que ce soit maintenant ou plus tard, il veut réformer les retraites. Oui, non, mais nous, on est opposés, comme une majorité de Français, à l'allongement du départ de l'âge à la retraite. Voilà, ça c'est clair. Et le gouvernement, lui, veut le faire. Et le gouvernement, lui, veut le faire. Il faut qu'il nous explique pourquoi, dans quel but, parce que c'est pas valable, ces arguments. Donc ça, c'est la base. Alors, que ce soit par amendement du gouvernement, par amendement de la majorité, soit en exigeant, comme la précédente réforme Touraine d'un président de la République différent le permet, c'est-à-dire augmenter le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension complète, qui de fait conduit à repousser l'âge légal. Oui, nous sommes contre. Nous avons d'autres propositions et nous l'avons fait savoir. D'ailleurs, vous devez vous en souvenir, en 2019-2020, lors des précédentes mobilisations qui avaient été conduites à l'échec de la mise en œuvre de cette mauvaise réforme, on a fait des propositions et on demande que soient étudiées nos propositions. Mais donc je reviens sur le point de la méthode. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, que ce soit examiné maintenant dans le projet de loi de la Sécu ou plus tard dans un texte de loi? Nous, ce qu'on combat, c'est l'objectif, quelle que soit la forme, parce que l'objectif du président de la République, c'est de décaler l'âge de la retraite. On parle de 64 ans, 65 ans. C'est ça que nous combattons, parce qu'on pense que ce n'est pas d'actualité, parce qu'il n'y a pas urgence en matière de financement. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites l'a dit. Alors, il dit qu'il n'y a pas urgence. Là, vous avez raison, on n'est pas à quelques semaines près. En revanche, il dit sur les 25 années à venir, le système sera en moyenne déficitaire. Justement, comme il n'y a pas urgence, posons-nous, réfléchissons sur les sources de financement, sur les hypothèses émises par le Conseil d'orientation des retraites, qui ont changé depuis son dernier rapport. Est-ce que le gouvernement leur a demandé de changer quelques trucs? Après, là, dans toutes les hypothèses, il dit qu'il y a quand même un problème de déficit. Non. Pas maintenant, mais plus tard. Dans ses hypothèses à lui. Par exemple, il n'étudie pas la question de la réduction du chômage. Il n'étudie pas ce que permettrait une large augmentation des salaires en matière de rentrée de cotisation. Il n'étudie pas le fait que ce qu'on appelle les seniors, c'est-à-dire tous ceux qui partent parce qu'ils sont virés de leur boîte avant l'âge légal, permettrait s'y rester jusqu'au bout. Il n'étudie pas le fait qu'on pourrait revoir les politiques d'exonération de cotisations sociales de l'entreprise. Vous voyez qu'il y a des pistes de financement. Juste qu'on comprenne. Vous ne voulez pas qu'on travaille plus longtemps, mais comment on fait pour que le système soit équilibré si on fait en même temps une retraite minimale à au moins 1 100 €, si on fait une nouvelle et meilleure prise en compte de la pénibilité? Il y a bien un moment où, si on dépense plus d'un côté,
va falloir aussi faire quelques concessions par ailleurs, non? Ou vous vous dites, il faudra uniquement si, dépenser plus? si on dépense plus, il faut vérifier qu'il y ait plus d'argent qui rentre dans les caisses de la Sécu. Je viens de vous donner... Mais ça ne peut pas passer par un effort des salariés. Mais attendez, mettez-vous à la place des salariés. Vous êtes salarié d'ailleurs. Oui. Vous imaginez dans un EHPAD un soignant, un personnel qui a le même âge que le résident. Enfin, faut raisonner en termes de conditions de travail. C'est déjà très difficile. C'est pour ça qu'il y a... C'est ce à quoi vise la prise en compte de la pénibilité, par exemple. Mais la pénibilité, le gouvernement nous fait du cinéma avec la pénibilité. Qui a supprimé 3 critères de pénibilité dès qu'il est arrivé au pouvoir? C'est Emmanuel Parce que Macron. considérés comme inapplicables à ce moment-là, peut-être qu'il faut les redéfinir. Oui, mais enfin, quand on a un cap, il faut... Il y a trop de variations. Donc c'est eux, ils nous parlent de pénibilité, c'est eux qui ont supprimé 3 critères. Donc ce qu'il faut réfléchir, c'est les modes de financement. Et je vous ai donné des pistes pour financer. Et pas quand on veut remplir, plus longtemps. permettez-moi cette image, quand on veut remplir une baignoire, il faut ouvrir le robinet, il ne faut pas le fermer. Une petite question, puisqu'on est sur les retraites, en marge de ça, la question des retraites complémentaires. Nos confrères du Parisien croient savoir que l'augmentation des pensions Agirc-Arrco à partir du 1er novembre sera comprise entre 4,9 et 5,2 %. Est-ce que c'est une fourchette que vous confirmez? Je n'ai aucune information. Par contre, oui, il y a besoin de réellement augmenter les retraites complémentaires. Il y a un bas de laine de plusieurs dizaines de millions d'euros dans les caisses des retraites de l'Agirc et de l'Arco, qui sert, vous savez à quoi? À spéculer sur des placements financiers. C'est absolument scandaleux. C'est une somme qui est gardée en cas de situation de difficulté ça sert, pour pouvoir faire face à un coup dur. Ça sert à spéculer en bourse. L'argent des cotisations... Pas spéculer pour spéculer, c'est garder de l'argent en cas de difficulté. Mais l'argent des cotisations, il doit revenir aux cotisants. Donc, vous considérez qu'il ne faut pas garder une marge de côté en cas de difficulté? Il faut que l'argent des cotisants revienne aux cotisants. Et donc, oui, il y a besoin d'un effort. Les retraites complémentaires, c'est parfois 40% pour les salariés du privé de leur pension de retraite. Vous imaginez ce que ça peut représenter, les fluctuations de ces 40%. Donc oui, il faut qu'il y ait un geste large d'augmentation des retraites complémentaires qui ne peut pas être en dessous de l'inflation, par exemple. Donc il doit être au-dessus des 5-6%. 7%, voilà. Juste une petite question sur la méthode. Aujourd'hui, on l'évoquait au début sur la santé, c'est plutôt des rassemblements devant des hôpitaux, des ARS, voilà. Il y a des grèves aussi. Le 29 septembre, pour la journée d'action salaire et retraite, est-ce que là, il y aura une grande manifestation, un grand défilé, comme on l'a vu par le passé ou pas? La première chose, c'est de faire grève dans son entreprise. Je sais que c'est compliqué, parce que quand on est précaire, intérimaire, il y a des pressions patronales, mais ce que nous disons, c'est arrêter le travail, discuter avec les collègues. Et puis, il y aura des manifestations dans de très nombreuses villes. Mais il n'y a pas un grand défilé national. Il n'y a jamais Enfin, c'est rare qu'on nous fasse... Ça arrive sur des gros mouvements. Ça vous le ferez peut-être plus tard dans l'automne. Non, mais si je vous assure que c'est très rare qu'il y ait des grands défilés nationaux à Paris, parce que, évidemment, on recherche la proximité. Vous savez, quand on habite, je ne sais pas, à Perpignan, venir à Paris, ça coûte de l'argent. Juste, vous dites faire grève, l'un des mots d'ordre, c'est les salaires. Est-ce que ce n'est pas plus efficace de tenter le dialogue social dans l'entreprise avec la direction que de faire grève pour aboutir à ces fins? Vous croyez que les militants et les militantes de la CGT et des autres syndicats, ils font quoi? Ils disent pas... Je m'interroge sur les mots d'ordre, vous me dites qu'il faut faire grève. Je vous explique. Vous m'avez pas dit qu'il faut dialoguer. Je vous explique comment ça se passe alors. On discute. Il y a parfois des pétitions qui disent qu'il faut réouvrir les négociations. Et quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On dit, puisque vous ne voulez pas comprendre, on va passer à la vitesse supérieure. Et c'est ce qui motive la journée d'action et de grève du 29 septembre. Je voudrais qu'on parle de la question du rapport au travail, prenant un tout petit peu de hauteur, parce que c'est un débat qui est intéressant et qui a agité certaines forces politiques de gauche ces dernières semaines. Par exemple, le communiste Fabien Roussel qui dit il faut une gauche du travail, pas une gauche des allocs. Quand l'écologiste Sandrine Rousseau dit moi je défends un droit à la paresse et la valeur travail, c'est une valeur de droite. Comment vous regardez ce débat-là? Comment vous vous situez? Alors nous, ça fait plus de 10 ans qu'on s'intéresse à cette question-là, parce que le travail, c'est essentiel. Et on n'oppose pas le besoin pour ceux qui n'ont pas d'emploi, parce que ce n'est pas de leur faute, le fait qu'ils touchent des indemnités. C'est pour ça qu'on est contre la réforme de l'assurance chômage. On n'est pas chômeur par envie ou par passion. On subit le chômage. Donc il faut évidemment protéger les chômeurs. Et en même temps, il faut redonner du sens au travail. Je vous dis, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on est sur ce thème-là.
le travail, ça structure la vie. C'est du collectif, ça permet une vie sociale. Et en même temps, on est toujours... on apprécie de pouvoir mettre en œuvre ce qu'on sait faire. Le problème aujourd'hui, c'est que trop souvent, le travail est nié par un certain nombre de directions d'entreprise. On reçoit des notes de service qui nous expliquent comment il faut bosser, et c'est complètement en opposition d'ailleurs avec ce qu'on sait faire. C'est ça qu'il faut changer. Et vous considérez que la valeur travail, c'est une valeur de droite, comme dit Sandrine Rousseau? Moi, je ne rentre pas dans ce genre de polémique. Le travail, c'est quand même, vous venez d'en parler, un sujet important pour vous. Vous représentez les travailleurs. D'accord, mais je ne rentre pas dans... Je vous dis que le travail, ça c'est la position de la CGT, c'est structurant dans une vie. C'est structurant. Demandez à tous ceux qui n'en ont pas ce qu'ils pensent de ça. Et par contre, vous défendez le droit au travail avant le droit à la paresse, par exemple. Mais il faut travailler. Après, vous savez qu'on propose de réduire le temps de travail. Ça, c'est un vrai sujet, par exemple. Mais nous, on souhaite qu'il y ait un vrai débat sur le sens du travail. Comment, on parlait de la santé. Comment se fait-il? La santé, c'est des métiers de vocation. C'est des métiers de vocation. Comment ça se fait qu'au bout de 5 ans, un certain nombre d'infirmières décident de démissionner en disant... C'est pas l'image, en tout cas, c'est pas comme ça que je concevais mon travail. Ça, c'est un vrai sujet. Vous savez qu'il y a plusieurs centaines de milliers de démissions depuis le début de l'année. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que des gens qui ont du boulot, qui se disent « je me retrouve pas dans ce qu'on me demande de faire. On me laisse pas bien faire mon travail. » Ça, c'est un vrai sujet. Je comprends que vous voulez pas vous rentrer dans un débat politique. En revanche, parfois, la politique veut rentrer chez vous. On a parlé des journées d'action qui sont... organisé aujourd'hui, le 29 septembre. La France Insoumise, le PS, les écologistes ont annoncé qu'eux, ils feraient une mobilisation le dimanche 16 octobre. Est-ce que vous participerez à leur mobilisation le 16 octobre? Nous avons décidé de ne pas y participer parce que nous considérons que, premièrement, il y a besoin de réussir les mobilisations d'aujourd'hui et de la semaine prochaine, du 29. La deuxième chose, c'est que nous voulons des mots d'ordre clairs. La marche contre la vie chère, contre la vie chère et l'inaction climatique. Oui, je pense, ça a été rajouté, l'inaction climatique, je pense, pour des raisons de participation et d'élargissement à cette manifestation. Donc, il faut des mots d'ordre plus offensifs. Nous parlons d'augmentation des salaires, par exemple. Et c'est plus précis. Et puis, il faut que les syndicats, dans leur domaine, puissent agir comme ils le font. On accepte les soutiens, mais on ne veut pas non plus se faire dicter un certain nombre de choses par des partis politiques. Jean-Luc Mélenchon, son dessein, de votre point de vue, c'est de vous prêter main forte ou c'est de vous faire concurrence, puisque c'est lui qui a initié cette journée? Écoutez, franchement, je pense que ces débats sont inutiles. Ce qu'il faut, c'est dire aux salariés, on a besoin d'agir. D'ailleurs, on n'a pas besoin de leur dire, ils le font. La deuxième chose, c'est quel est le meilleur moyen de pression pour obtenir satisfaction sur ces revendications. Mais vous dites que c'est le rôle des syndicats, de tout temps, pas des partis. De tout temps, c'est par les actions collectives et notamment la grève. Par exemple, une marche le dimanche, ça limite le nombre de grévistes parce heureusement, encore aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent le dimanche, mais peu. Une marche nationale, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quand on habite dans le sud de la France, c'est pas votre mode d'action. C'est pas évident, voilà. Pas la meilleure solution. Alors, vous disiez à l'instant, on fait grève si le dialogue a échoué. Il se trouve que des tentatives de dialogue, il y en a eu ces dernières semaines du côté du gouvernement. Il y a eu une rencontre au ministère du Travail lundi sur la question des retraites avec les syndicats. Il y a eu des rencontres avec les forces politiques, pour le coup, au ministère du Budget ou à Matignon, d'ailleurs encore aujourd'hui. Il y a eu le lancement du Conseil national de la refondation autour d'Emmanuel Macron le 8 septembre, auquel vous ne vous êtes pas rendu. Il y a quand même une main tendue, il y a quand même une démarche de dialogue du côté de l'exécutif. Ça vous fait rire? Ah bah oui, parce que on me sort à chaque fois le petit mot à la main tendue. Écoutez, on assiste à beaucoup de réunions. Vous ne pouvez pas nier ça. On était lundi, par exemple. Vous étiez au ministère du Travail lundi, vous n'étiez pas au CNR le 8 septembre. Voilà. C'est un fait. C'est pas un reproche, c'est un fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Comment ça se passe? Voilà. On nous dit concertation. Le président nous dit j'ai changé, maintenant je vais écouter. On rentre dans une salle de réunion, on nous explique à peu près, pour l'instant c'est pas très clair, mais à peu près ce que le gouvernement veut faire. On nous dit on vous écoute, on sort de la salle et tout ce qu'on a dit, zéro n'est retenu. C'est ça la concertation. Moi je crois que bientôt je vais aller en réunion avec un dictionnaire pour qu'on soit bien d'accord sur les définitions, dialogue, concertation, écoute. Vous voyez ce que je veux dire? Le CNR,
Le président de la République dit qu'il faut retrouver des nouvelles méthodes. Bon, il y a des lieux de négociation, mais il dit qu'il faut retrouver des nouvelles méthodes. La porte du CNR est à peine fermée. Ce qu'il fait, c'est de dire qu'il faut reculer l'âge de la retraite. D'ailleurs, vous êtes tous d'accord avec ça, je vous ai écouté. En France, quand tous les syndicats, et vous l'avez signalé tout à l'heure, sont contre une mesure, c'est suffisamment rare pour être écouté. Vous voyez ? S'il y a par exemple des déclinaisons thématiques du CNR ou territoriales pour parler de la ville de Perpignan, pour parler du travail, est-ce que vous irez cette fois-ci ? On verra selon les thèmes. Mais je vous dis, il y a déjà des lieux de dialogue. Pourquoi en inventer un autre alors qu'il existe? Par exemple, il y a le Conseil économique, social et environnemental. Ils font des rapports, des préconisations. Dites-moi à quoi ça sert? Comment c'est pris en compte par le gouvernement? Nous avons proposé, par exemple, qu'il y ait des genres de commissions mixtes paritaires comme il existe entre l'Assemblée et le Sénat, avec le CESE, pour pouvoir étudier des préconisations. Ils ont fait des choses très intéressantes. Ça va à la poubelle. Pourtant, c'est un lieu où il y a des ONG, des associations, des syndicats. C'est vraiment un endroit où il y a la diversité de la vie sociale en France. Vous dites on participe à certaines réunions. D'ailleurs, la CGT était au ministère du Travail lundi. Est-ce qu'à titre personnel, vous avez des contacts avec Emmanuel Macron ou son cabinet à l'Élysée? Est-ce que ça existe? Très rarement, très rarement. Par exemple, pour la préparation du Conseil national de la refondation, j'ai eu aucun coup de fil de l'Élysée pour m'expliquer comment ça allait se passer, de quoi on allait discuter. C'est une personne du ministère du Travail qui m'a appelé pour essayer de m'expliquer, parce qu'il n'était pas tout à fait au courant des modalités. Vous voyez, c'est quand même pas sérieux, quoi. Il a tenté quand même. Oui, il a tenté quand même. Mais, il y a quand même des gestes de l'exécutif qui ont été faits sur les questions de pouvoir d'achat. Alors, ce n'est pas les salaires directement, mais sur la partie qui concerne l'État, il y a le bouclier tarifaire, il y a le chèque énergie. On voyait encore ce matin dans nos journaux sur LCI que les prix à la pompe, par exemple, sont parmi les plus bas d'Europe, à tel point que certains viennent faire le plein chez nous, précisément parce qu'il y a une ristourne de l'État. Il y a un chèque transport qui est en réflexion pour aider les plus modestes qui prennent les transports en commun. L'État répond présent sur le pouvoir d'achat, Philippe Martinez. Premièrement, il y a une différence entre pouvoir d'achat et salaire. Par exemple, l'État n'a pas répondu présent sur l'augmentation du SMIC dans la loi sur le pouvoir d'achat. Or, c'est un vrai sujet. Et ça, c'est du pouvoir de l'État. L'État n'a pas répondu quand on lui dit que quand le SMIC augmente, 89% des minima de branche sont en dessous du SMIC, en disant il faut une automaticité de l'augmentation des minima de branche. Alors, parlons des boucliers. Je vais vous citer un exemple. Des dizaines de milliards d'euros au service des Français, pour le coup. Pas toujours. Pas du salaire. Pas toujours au service des Français. Au service des entreprises aussi. Des aides publiques, il y en a beaucoup. Elles ne sont pas conditionnées. Enfin, je vais vous citer un exemple. Écoutez-moi. Je vais vous citer un exemple. Je vois dans les fonderies de verre, ceux qui fabriquent du verre, pour parler du Alex ou Arc, ils ont subi la Covid. Chômage partiel. 84% du salaire. Donc, des petits salaires amputés de 16%, ça fait des plus petits salaires. Bien sûr. Là, ils vont être au chômage partiel. Donc, ils vont toucher 84% de leur salaire. À cause des interruptions de production. Le chèque énergie, OK, les blocages des prix, mais enfin, l'énergie va quand même augmenter de 15%. Oui. D'accord ? Vous savez qu'il y a des problèmes. C'est beaucoup plus dans d'autres pays. D'accord, mais quand vous allez faire vos courses et vous passez à la caisse, vous dites c'est vachement bien, c'est beaucoup plus cher dans notre pays. Mais il y a un contexte international. Non, mais attendez, monsieur, quand vous passez à la caisse, il faut payer. Vous ne dites pas c'est vachement bien, c'est moins cher qu'ailleurs. L'argent, il vient quelque part, Philippe Martinez, l'État. Je suis en train de vous expliquer, donc, je continue avec mon salarié. Donc, 84% du salaire, plus 15% de l'énergie. Et puis, si vous avez des enfants qui vont à la cantine, les cantines vont augmenter. Il est où le bouclier? Il a des trous, le bouclier. Parce que les fins de mois vont être encore plus difficiles. C'est ça qu'il faut régler. Donc, il faut, par exemple, taxer les profits des entreprises qui ont fait énormément de bénéfices. Emmanuel Macron a proposé une contribution européenne, justement, il pour les énergéticiens. Il propose beaucoup de choses. Nous, on croit ce qu'on voit. Pour l'instant, il n'y a pas de taxation des profits. Il y a même un ministre, celui de l'économie, qui a dit « je ne sais pas ce que c'est que les profits ». Vous voyez, il faut taxer les profits, parce que l'argent dégagé de la spéculation, il doit servir au bien public pour financer les écoles, la santé, on en parlait, et puis permettre d'augmenter les salaires aussi.
Il y a une petite question qui n'est pas liée à l'économie, mais plutôt à la politique et à la question de la place des femmes et des violences faites aux femmes. Il y a deux politiques, Julien Bayou chez les écologistes, Adrien Quatennens chez les Insoumis, qui font l'objet d'accusations diverses et qui tous les deux se mettent en retrait. Alors Julien Bayou de la coprésidence du groupe Écolo, Adrien Quatennens de son poste de coordinateur de la France Insoumise. Est-ce que vous considérez qu'ils doivent aussi renoncer à leur mandat de député? Est-ce que des députés qui sont visés par de telles accusations peuvent continuer à exercer leurs fonctions? Écoutez, c'est un sujet complexe. Première chose, c'est inacceptable les violences faites aux femmes et il est temps que des mesures soient prises. Alors, je ne vais pas faire la leçon aux autres. Moi, je veux vous expliquer comment on fait à la CGT. Nous, ça fait 6 ans qu'on a mis en place une cellule de veille pour l'écoute des femmes victimes de violences au sein de notre organisation. On fait des formations aux militants. On prend des sanctions. Et vous aviez d'ailleurs suspendu l'un de vos dirigeants, Benjamin Hamar. On prend des sanctions. Par contre, il faut que ça évolue. Parce que premièrement, la loi n'est pas à la hauteur des enjeux. Il y a un manque de moyens dans la justice, vous le savez très bien. Et donc, nous, ce qu'on réfléchit, c'est de dissocier... Je finis. C'est de dissocier les questions judiciaires des questions internes. Et donc, il faut que nos règles évoluent après 6 ans d'expérience pour qu'on puisse sanctionner, c'est-à-dire retirer des mandats, des responsabilités à quelqu'un qui a pratiqué des violences sexuelles. Mais la difficulté, c'est quand on attend que la justice se prononce. Qu'est-ce qu'on fait dans l'intervalle? Eh bien, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il faut que les organismes, en tout cas nous, c'est ce qu'on veut faire, que en dehors des questions judiciaires, nous puissions prendre des sanctions. C'est ce qu'on a fait, mais il faut aller plus loin parce que trop souvent, c'est pas encore très précis. Il faut, en tout cas moi je suis pour, que ces hommes qui agissent de cette façon soient sanctionnés et que leur soit retirée leur responsabilité. Merci Philippe Martinez d'avoir accepté notre invitation.